Alors, c'est juste un truc qui est passé dans ma tête, mais il n'y a rien de construit. Donc on est clairement sur du sans filtre. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je parlais avec Leandro. Et il me disait que il avait peur d'être vraiment en couple parce qu'il avait peur de souffrir. Et moi j'ai eu des réflexions aussi il n'y a pas longtemps parce que j'affiche vachement ma relation avec lui. Je vais pas parler de nous en particulier, c'est vraiment un truc en général. J'affiche vachement ma relation avec lui, notamment sur Instagram. Et parfois je me dis purée, j'affiche et tout, mais si un jour ça se termine, je vais peut-être regretter ou ça va me faire souffrir et je vais revoir ces photos, ces vidéos, genre toutes parfaites, de l'amour parfait des débuts et ça va me faire mal au cœur, machin. Et il y a plein de gens qui me disent j'ai peur d'être amoureux parce que j'ai peur de souffrir. J'ai peur du... Et moi parfois je me fais cette réflexion en fait aussi, tu vois. Parfois je me dis, quand je commence une relation, alors c'est pas exactement ça, moi je suis un peu plus folle. Moi quand je commence une relation, parfois je me dis comment je vais faire pour l'arrêter si jamais ça me plaît pas. Comment je vais faire pour la terminer. Ça m'angoisse un peu. Ça m'angoisse un peu de penser à ça. Comment je vais faire pour la terminer. Et parfois aussi je pense à ce truc de c'est tellement bien maintenant que ça me fait un peu peur, ou bien j'ai peur de m'engager. Et je l'ai pas beaucoup ça, mais ça peut m'arriver. J'ai peur de m'engager pour la peur du après en fait, tu vois, là, parce que ça c'est pas tout le temps parfait et que c'est pas tout le temps une histoire d'amour qui va durer toute la vie, vu que les histoires d'amour durent pas tout le temps toute la vie. Je comprends, tu vois, qu'on ait peur de souffrir parce que ça répond à un traumatisme de souffrance qu'on a vécu avant dans d'autres relations, je comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'en fait, si on a peur de souffrir, on va pas faire les choses. C'est comme tout à l'heure, je discutais dedans et je discutais du fait que j'avais peur d'aller chez le dentiste parce qu'une fois j'avais été traumatisée par le dentiste, du coup ça me terrorise donc j'y vais jamais. Le problème c'est que comme j'y vais jamais, je fais jamais réparer mes dents et c'est de pire en pire et au final je suis pas heureuse. Et au final je suis obligée d'y aller dans tous les cas. Est-ce que c'est un bon exemple? Je sais pas si c'est un bon exemple. On a des traumatismes, du coup on va pas refaire les trucs. Du coup on s'empêche de faire des trucs chouettes. Et en amour c'est souvent comme ça. On a été traumatisé par une relation, un mec qui nous a fait mal au cœur, une meuf qui nous a fait mal au cœur, une relation qui n'a pas été comme on voulait, on a projeté, ça s'est mal passé, machin, machin. Et du coup, on a peur de refaire, et on a peur de souffrir de nouveau, on a peur d'avoir mal, on a peur que ça fonctionne pas, machin, machin. Mais si on fait pas, ça va jamais fonctionner. C'est ça que je comprends pas. Si on n'essaye pas, ça va jamais marcher. C'est comme, c'est un exemple bateau que toute la terre entière va dire, l'exemple que je vais te donner là. Mais un enfant, avant d'apprendre à marcher, il est obligé de tomber 20 000 fois. Si à un moment donné, il arrête, il dit, tu sais quoi, je suis tombée, j'ai mal, vas-y, j'arrête, c'est mort, je marche pas. Voilà, ça marche pas. Il va jamais marcher. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je crois que quand on a peur d'être amoureux et d'avoir mal, eh ben on se trompe de manière de voir les choses. Parce que oui, peut-être tu auras mal. Franchement, il y a une chance sur deux pour que ce soit la merde. La vérité, il y a une chance sur deux pour que ça se passe mal. Mais il y a une chance sur deux pour que ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? Et même si à la fin ça se passe mal, ça n'enlève pas tout ce qui s'est passé bien avant. Et ce petit mal, ou ce grand mal de la fin, ou selon comment tu vis la fin de ta relation, ce grand mal, moi je trouve qu'il vaut la peine par rapport à tout le grand bien, l'immense bien que tu vas avoir avant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois. Pour moi, c'est très clair. Je pourrais pas m'empêcher de vivre quelque chose de beau parce que peut-être qu'à un moment, ça va plus l'être et que ça va me blesser. Si ça me blesse, ok, je vais souffrir. Un jour, 2 jours, une semaine, un mois, 3 mois, 4 mois. Après, je vais en rencontrer un autre et je vais être de nouveau heureuse. C'est sûr et certain. J'ai envie de dire c'est mathématique, mais comme je suis pas une scientifique, je peux pas me permettre de dire c'est mathématique, tu vois. Mais pour moi, c'est mathématique. Il y a forcément un moment où tu seras heureux. Il y a forcément un moment où tu sors de cet état de c'est la merde pour revenir dans un état de c'est trop bien. Après, peut-être tu vas être dans un état de c'est la merde, mais tu vas forcément être dans un état de c'est trop bien après. Donc,
Pourquoi s'empêcher de vivre du c'est trop bien pour c'est de la merde? C'est ça que je comprends pas. Vraiment, c'est un truc qui me dépasse. Tente, tente, et tu vois. Et prends tout ce que tu as à prendre de positif. Peut-être protège-toi un tout petit peu, mais moi je suis un peu folle, tu vois, moi je me protège pas du tout. Moi je me protège pas dans le sens où j'aime bien vivre les choses très 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 à fond. Et je peux souffrir très 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 à fond aussi. Je peux souffrir très à fond. Mais au moins, j'ai la satisfaction en permanence de savoir que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour vivre quelque chose de ouf. Et que je l'ai vécu. Et que même si le résultat n'est pas le résultat que je voulais, n'est pas mon résultat escompté, eh ben c'est pas vraiment ma faute. Parce qu'en fait, j'ai fait ma part, j'ai mis tout ce que je pouvais pour que ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Parce que le chemin, il aurait été 1000 fois plus intéressant que le résultat. Ok, avec ce mec, ça va pas marcher. On va prendre l'exemple de Leandro. Là, on est dans le moment, on est en train de tomber amoureux, c'est magnifique. Je poste plein de trucs sur Instagram où on est heureux, où il fait de la musique, et je le regarde et je l'aime tellement. Il sait pas que je l'aime autant, parce que je peux pas lui dire, j'ai peur qu'il s'enfuit en courant. Mais il le sait pas, tu vois, mais je suis à fond sur lui. Et peut-être un jour, ça va s'arrêter. Peut-être, c'est possible. Ça va être dur. En plus, moi, c'est d'autant plus dur que je partage ça avec 150 000 personnes, plus 30 000 personnes Instagram. Je sais pas si t'imagines. Ça veut dire que le jour où je me prends un gros vent dans ma gueule, genre la terre entière saura que je me suis pris un gros vent. C'est la vérité. Mais, pour tous les moments magnifiques d'amour, d'étoiles dans les yeux, de papillons dans le ventre, tu vois, ces moments que ça me prend de partout et que je vibre de tout mon corps que j'aurais vécu, et bien la vérité, ça vaudra 1000 fois mieux que la souffrance engendrée, 1000 fois mieux, 1000 fois mieux. Ici, j'ai vécu des souffrances, tu vois, émotionnelles, très fortes. Je t'avais dit dans une ancienne vidéo que peut-être un jour je te parlerai d'un mec qui m'a fait souffrir. Je vais t'en parler. Maintenant, c'était pas le thème de cette vidéo. En fait, quand j'allumais ma caméra, je savais pas de quoi j'allais te parler. Mais c'est bien, j'aime bien les sans filtre comme ça. Bref, à un moment donné, je fréquentais un mec qui s'appelait Danilo, qui était magnifique. Magnifique. Enfin, pour moi, il était magnifique. En fait, il avait une grosse tête. Maintenant que j'ai du recul, il avait une tête un peu disproportionnée par rapport à son corps. Genre, un peu trop grande. Mais moi, je le trouvais magnifique. Et sa tête trop grande me convenait parfaitement. Et c'est vrai que je l'avais rencontré dans une soirée. Et en fait, je l'avais rencontré et il était venu avec sa tête immense. Il dansait comme un fou. Et il avait l'air un peu drogué fou. Mais je pense qu'il était un peu drogué fou. Je pense que c'était pas totalement faux, mais bon. Non, je pense qu'il était plus bourré que drogué. Mais peut-être un peu drogué, on s'en fout, c'est pas l'histoire, c'est pas le sujet. Bref, il était avec sa tête de drogué fou, mais drogué fou mignon beau gosse, tu vois. Avec des gros cheveux, une barbe, tu vois, plein de poils sur son visage. Enfin, exactement le brésilien type que j'aime, qui n'a rien à voir avec Leandro, mais exactement le type de brésilien que j'aime. Tu me mets un brésilien avec des gros cheveux, une barbe, là, tu peux... C'est bon, je fonce. Et donc... il vient avec sa tête de drogué fou à cheveux, tu vois. Il danse, machin, et on danse un peu ensemble, on se cherche, nanana. Et puis, j'avoue, je suis vraiment mauvaise. Dans ma tête, je me demandais si la taille de sa tête était normale ou pas. J'avoue, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un peu hésité, parce qu'il y avait cette question de grande tête, petit corps. Non, il n'a pas un petit corps, en fait, il a un grand corps avec une tête encore plus grande que son corps. Bref, j'étais dans ce truc, bon, j'hésitais, je savais pas s'il me plaisait ou pas. C'est très bizarre d'ailleurs comme sentiment de pas savoir si quelqu'un me plaît vraiment ou pas. Parfois j'ai ce truc là, je sais pas si t'as déjà eu, dis-moi si t'as déjà eu, mais parfois j'ai ce truc là où je sais pas vraiment si la personne me plaît, alors que c'est facile de dire oui ou non. Mais bon, bref. Et donc on se cherche et tout machin, et en fait on n'arrive pas à rentrer en contact, à se parler. Voilà. Et en fait, la soirée se passe, je fais ma live, il fait sa live, et au bout d'un moment on se retrouve, il est avec un pote, et en fait c'est son pote qui me drague, situation chiante, son pote me drague. Et en fait, j'ai vu que lui faisait rien. Et ça m'a trop saoulée. Je me suis dit, c'est bon, en fait, ça va. Le mec, il se bat pas pour moi. Mon ego. Il se bat pas pour moi, c'est mort. Donc, je le calme. Je sais, je suis con, c'est mon ego. Bref, il part. Des mois passent. Je l'oublie. Bon, c'était juste cette soirée, je l'ai trouvé magnifique, mais avec une grosse tête. Bon, j'oublie ce truc dans ma vie. Et des mois après, il revient. Et non, il réapparaît. J'étais dans une soirée, il était 4 h du mat, et je me souviens très bien que je parlais à un de mes potes et je lui disais à un ami que j'aime beaucoup, et je lui disais, il n'y a aucun mec qui me plaît,
c'est nul, je crois que ça y est, tous les mecs qui pouvaient me plaire à Rio, je les ai déjà pécho, maintenant c'est bon, j'ai besoin de sortir de, j'ai besoin de changer de milieu parce que je connais déjà tout le monde ici, nanana. Je me plaignais, c'était chiant. Et mon pote me disait oui, mais c'est parce que t'as des critères trop élevés. Et ça c'est un peu vrai, je pense en tant que français j'ai un peu des critères, genre il faut qu'ils soient comme ça, avec des cheveux, des poils, qu'ils soient beaux, qu'ils soient grands, avec des muscles, nanana, qui jouent de la musique. Bon, des fois je suis chiante. Et je pense que les Brésiliens, ils sont moins déjà dans l'apparence physique, ils sont plus dans le truc du cœur. Et ça, c'est vrai. Nous, je trouve que, enfin, je trouve qu'en tant que française, parfois, je suis un peu superficielle sur ça. Et, euh, et ouais, je crois qu'ils s'arrêtent moins sur le détail que nous, vraiment. Et ça, ça s'est confirmé avec toutes mes copines françaises qui sont venues au Brésil. Ils sont plus attirés par le charme que par la beauté physique. Et la plupart de mes copines qui sont venues là, la première fois, elles ont dit ah le mec finalement pas si beau que ça. Et après elles ont compris le charme des Brésiliens et elles étaient folles amoureuses. Bref, on s'en fout. Et donc j'étais à cette soirée, il était 4h du mat, j'allais rentrer, j'étais un peu fatiguée. Et là je vois une grosse tête qui apparaît au loin, qui vient avec un sourire. Il a une grande tête et un sourire disproportionné qui fait la moitié de son visage. Alors je sais là comme ça il a pas l'air beau gosse, mais je te jure c'est ma vie, il est magnifique. Et donc il arrive avec son visage et on commence à danser. Et en fait on ne se parle pas. On ne se parle pas. Et on danse tous les deux sans s'arrêter pendant 1 heure et c'était une danse un peu folle. Et je te promets que tout le long, je me demandais si ce mec était fou, drogué, bourré. Pourquoi il était comme ça? Parce qu'en fait, il dansait, mais c'était pas des vraies danses, et c'était n'importe quoi. Et on faisait des jeux. Mais on aurait dit tout. Franchement, moi aussi, j'avais l'air d'une droguée bourrée, la vérité. J'avais l'air d'une folle. Mais c'était génial. C'était génial parce que du coup, moi, j'ai pas trop peur du regard des gens, mais ça me permettait d'aller plus loin dans ce truc-là où genre on était. J'avais l'impression d'être coupée du monde, rien n'existait. En même temps, il était 4-5 heures du mat, donc il n'y avait plus que les drogués bourrés dans la soirée où j'étais, donc finalement on était assez dans le même délire que tout le monde. Mais c'était chouette d'être coupée du monde et d'être dans une sorte de réalité parallèle avec quelqu'un, et on a eu une connexion hyper forte, que je peux pas expliquer. Une connexion très 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 forte. Et vient le moment de rentrer, chacun chez soi, et il me propose d'aller dormir chez lui, parce que c'était un Brésilien. Et donc je lui dis non. Mais je lui dis si tu veux, tu veux dormir chez moi. Et il insiste parce qu'il devait faire un truc le lendemain matin et machin. Et j'avais ce truc dans ma tête où je me disais ah, dormir chez un mec que je connais pas vraiment. Je sais pas où je vais atterrir, nanana. En plus, il me dit le nom de son quartier que je connaissais pas du tout. En fait, c'est le quartier le plus de Bourges de Rio, mais je ne savais pas. J'avais jamais entendu le nom de ce quartier. Normal, je traîne qu'avec des artistes fauchés, donc je connaissais pas. Et donc, au final, je pars avec lui. Et, et je crois qu'on n'avait pas trop discuté. En fait, on a passé 1 heure ultra connectés. C'était trop bizarre comme sensation. C'était vraiment très fort. Et pour moi, c'était très très fort, émotionnellement. Et donc, dans la voiture, je lui demande s'il compte me tuer ou me violer. On sait jamais, je demande. C'était pas dans ses plans. Je lui dis quand même qu'il a l'air un peu fou et que j'aimerais savoir s'il est fou ou drogué ou alcoolisé ou si c'est sa personnalité normale. Et en fait, il s'avère que c'était sa personnalité, qu'il n'était pas drogué du tout et peut-être pas fou, mais ça je sais pas. Et qu'il était un peu alcoolisé, mais comme les Brésiliens, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je découvre qu'en fait, il est ingénieur en informatique, donc un travail très sérieux. Alors qu'il a l'air complètement taré, perché. Un travail très sérieux, qu'il habite dans le quartier de Bourges de Rio. Ça, je le découvre quand j'arrive dans cet endroit que je connais pas, où il y a un gardien de rue qui ouvre juste parce qu'il le connaît et des maisons incroyablement de riches. Bref, on arrive chez lui et puis sa chambre, c'est des détails vraiment qui ne servent à rien dans l'histoire, mais j'ai envie de te les raconter. Sa chambre était genre parfaitement bien rangée et organisée. Il y avait des instruments de musique. Imagine mon cœur qui commence à battre. Des livres à côté de son lit. Une Kindle que quand je l'allume, il lisait vraiment un livre. Là, mon cœur commence à exploser. On arrive, il met de la samba et on commence à danser. Et on a dansé tous les deux pendant super longtemps. Donc on a eu cette connexion hyper forte. Bon, après on a dormi ensemble et c'était genre une très belle nuit. Et le lendemain matin, on se réveille en mode on est amoureux. Et en fait, on passe plus de 3 jours consécutifs ensemble. J'avais pas de téléphone en plus. Et c'était un soir où j'étais sortie sans mon téléphone. Donc je me coupe du reste du monde. Lui se coupe du reste du monde. On passe 3-4 jours coupés du monde tous les deux chez lui. À être trop amoureux de la vie, tu vois. Et puis au bout de 4 jours, je pars.
Et j'étais assez sûre, tu vois, je me disais, waouh, comment c'est possible de ressentir quelque chose d'aussi fort, d'être aussi connecté, c'est magnifique, et nanana, et nanana. Et après ces 4 jours, on se revoit. Après ces 4 jours, on se revoit 2 jours après, on passe encore une soirée ensemble, on passe 2 jours ensemble. Et après ça, on se revoit encore. Et le lendemain de ça, donc ça c'était sous 2 semaines, hyper intensive. Et le lendemain de ça, le mec disparaît. Plus de nouvelles, rien du tout. Il m'a brisé le cœur. Il m'a fait tellement mal. Oh my god, tellement mal. Je ne comprenais pas son délire. Réellement, je ne comprenais pas son délire. Et ça, c'est assez brésilien. D'être dans des trucs super intenses et de disparaître comme ça du jour au lendemain. Parce que les Brésiliens vivent dans le présent et que dans le présent, ils sont hyper intenses, hyper passionnés, ils sont là, ils t'aiment de ouf. Mais qu'une fois que tu n'es pas là, il suffit qu'il se passe quelque chose dans leur vie et tu sors de leur tête. Et je me souviens que j'ai eu ultra mal, je sais pas pourquoi je te raconte ça. J'ai oublié le début de l'histoire. J'ai eu très très mal dans mon cœur. Et j'ai attendu avant de lui envoyer des messages parce que je comprenais pas. J'ai envoyé un message, pas de nouvelles, je comprenais pas. Donc j'attends. Et j'avais mal et j'étais assez obsédée par ça. J'arrivais pas à penser à autre chose parce que je comprenais pas ce que j'avais mal fait. Et c'était une erreur en fait de penser comme ça. Parce qu'on a tendance, je crois, à penser qu'on a mal fait quelque chose nous. Alors qu'en fait le problème vient pas de nous mais souvent vient de l'autre, tu vois. Et donc j'arrivais pas à comprendre ce que j'avais mal fait. J'avais très très mal. Et je lui envoie un très long message en fait pour essayer de comprendre, un message à la française, tu vois. Parce qu'ici, je crois, les meufs, elles font pas trop ça. Nous, on écrit des romans, on est des littéraires un peu, tu vois. On pense avec la tête, on pense pas avec le cœur, je crois, les françaises. On est des romantiques. Il voit le message, il me répond pas. Très brésilien. Ça, c'est les Brésiliens qui savent pas quoi répondre, ils répondent pas. Et ça m'a fait très très mal. J'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 1 mois. Comme ça. Et pendant ce mois-là, j'ai eu vraiment très mal au cœur. Je le dis parce que c'est vrai, je peux pas le nier. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Je comprenais pas le délire. Ça m'a pas empêché d'avoir d'autres mecs. J'avais d'autres mecs. On s'en bat les steaks. C'est pas ça. C'est que c'est cet état où tu comprends pas ce que tu as fait, tu vois. Et en fait, au bout d'un mois, il réapparaît dans ma vie. Normal. Et il me propose d'aller à une samba un dimanche après-midi, de passer le dimanche après-midi ensemble. Je comprenais pas son délire, je te jure sur ma vie. Mais genre normal, comme si de rien n'était. Et donc j'y vais parce que je voulais comprendre. Et là, toute l'après-midi, il se comporte avec moi. Il était un peu gêné, je sentais qu'il y avait une gêne. Il m'embrasse pas de câlin. On parle, mais il y a des moments un peu de gênance et machin. Et au bout d'un moment, on arrive à discuter. Et il m'explique qu'en fait, il était parti dans sa famille. À Minas Gerais. Et qu'en fait, il était dans autre chose. En fait, il est parti en voyage, après il est rentré, après il a beaucoup travaillé. Et et d'ailleurs, dès qu'il est rentré, il m'a envoyé un message pour me dire je suis rentrée, machin. Et je me suis dit, mais super ta vie, je m'en bats les steaks en fait. Et ouais, il était dans un autre truc. Et du coup, je n'existais plus vraiment dans sa vie. Ça a été très difficile pour moi de comprendre ça, qui est typiquement brésilien. Et aussi, il m'explique qu'en fait, il a une meuf, sérieux, que c'est une relation ouverte, c'est-à-dire que tous les deux ont cette possibilité de fréquenter d'autres personnes. Et donc, je me suis retrouvée dans la place du plan B, complètement du plan B, mais affiché, c'est-à-dire il y a la vraie meuf et moi, je suis juste l'autre meuf. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, oh, bah, c'est trop bien. En fait, j'étais très, très contente de ça, ça m'allait parfaitement, en fait. Parce que j'avais pas spécialement j'avais pas envie d'être en couple, c'est juste j'avais eu mal de la manière dont ça s'était passé, mais j'avais pas d'attente en fait. J'avais pas d'attente particulière, c'est simplement que c'était très passionnel et d'un coup c'était rien. Si ça avait été différent, c'est-à-dire si on avait continué à se voir de temps en temps et puis petit à petit que ça s'était machin, peut-être, mais là c'était trop brutal en fait, c'est pour ça que ça m'a fait mal. Et donc je me dis, ah bah c'est parfait, super, on va se voir de temps en temps, ça va être chouette, et puis tant mieux s'il y a une meuf qui sont c'est pas mon problème, du moins qu'elle est au courant, que c'est une relation ouverte, elle fait sa vie, ça me va. Donc on passe toute la journée ensemble, et puis le soir on a une samba, et là il recommence à devenir caligno, à me faire des câlins, à m'embrasser, à me prendre dans ses bras, nanana. Et il revient dans ce truc ultra passionnel,
alors que la journée il n'y était pas. Il revient dans ce truc ultra passionnel, on va manger au restaurant, on discute toute la nuit, c'était merveilleux, machin machin. Et il redisparaît. C'est véridique, il redisparaît. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Il a redisparu. Et ensuite, on a discuté quelques fois. Et je lui ai expliqué qu'en fait, il n'avait pas besoin de faire des trucs comme ça chelous. Et que la vie avec moi, elle était facile. Que le type de relation qu'il avait avec sa meuf me correspondait très bien. Parce que moi-même, j'étais très libre dans ma vie. Que j'avais pas besoin d'avoir un mec. Que j'avais aucune attente envers lui. Et que si on se voyait de temps en temps, juste pour passer des journées comme ça, bien, et pour dormir ensemble, ça m'allait très bien. En fait, j'avais pas besoin de plus. J'avais pas envie, genre, juste de coucher avec lui, ça m'intéressait pas. Voilà, une relation purement sexuelle, j'avais pas envie. C'est pas trop mon délire. Mais ce genre de truc, on échange des choses, on partage, on passe des moments de qualité ensemble, que voilà, j'avais pas besoin de plus et j'attendais pas plus. Et on s'est revu plusieurs fois. Et on s'est revu plusieurs fois, c'est vrai. Et en fait, chaque fois, j'avais un truc où après, il disparaissait. Et ça me faisait très mal au cœur. Par la manière dont il disparaissait. Et comment j'ai réussi à me délier de lui. En fait, je l'ai vu avec sa meuf. Ça a été, oh mon dieu, la première fois, ça a été très dur, très très dur. En fait, on était à une soirée sympa. Et en fait, on avait prévu de se voir. Il m'avait dit, je viens, mais peut-être je serai accompagnée. Voilà, pour me dire qu'il était avec sa meuf. Je lui avais dit, il n'y a pas de problème, si t'es avec ta meuf, reste avec ta meuf, je fais ma vie et j'essaierai de rester loin de toi, il n'y a pas de problème. Et il me dit, non, il n'y a pas de problème, on se verra, machin, machin, mais voilà, je serai accompagnée. Et en fait, il vient à la soirée et il passe tout le début de la soirée avec moi, mais on s'embrasse pas. Et ça me va très bien en fait. Il y avait ce truc un peu de respect. S'il y a sa meuf dans le parage, je veux pas l'embrasser, on est des poteaux, machin. Mais la connexion était très très forte entre nous et on danse. Et en fait, il y avait nos délires de quand on est ensemble en fait. Quand on sortait ensemble en soirée, on avait certains délires. Et à ce moment-là, il y a ces délires-là et c'était très fort et tout machin. Donc moi, ça m'a fait quelque chose. Et après, on a été à une deuxième soirée. Et à cette deuxième soirée, on est ensemble, on danse, on est connectés. Et à un moment donné, on se sépare, je fais ma vie, il fait sa vie. Et après je le vois et je le vois avec cette meuf qui est toute mignonne en plus qui vient et qui l'enlace affectueusement et amoureusement. Et il l'enlace affectueusement et amoureusement. Et je me souviens que j'étais en train de manger, c'est véridique, j'étais en train de manger et ça m'a complètement coupé l'appétit tellement ça m'a fait mal dans le cœur. Réellement ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Comme moi, ces histoires d'amour libre, de machin, c'est pas facile, je te jure sur ma vie, c'est pas facile, c'est pas facile. Ça m'a fait réellement mal. Et je suis restée très 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 loin de lui et d'elle pendant toute la soirée. Et ensuite après, je crois que sa copine est partie. Et il est revenu vers moi, j'étais avec Mara et peu chère Mara, je lui disais s'il te plaît, dis-moi s'ils sont ensemble, dis-moi s'il est en train d'embrasser une merde, j'avais 12 ans et demi. Dis-moi, est-ce qu'elle est belle Mara? Est-ce qu'elle est mieux que moi? Une gamine, une bébé, vraiment une bébé. Mais j'avais très très mal. Et donc la soirée passe, sa meuf je crois qu'elle part. Et à un moment donné, je vais pour rentrer chez moi et je le croise, il est avec ses potes. Et on se fait un gros câlin. Et en fait, je crois qu'il me propose qu'on dorme ensemble. Et bien évidemment, je dis non, forcément. Non, non, il me propose pas qu'on dorme ensemble. Il me demande ce que je vais faire après. J'avais la possibilité de passer le reste de la soirée avec lui parce qu'il partait faire le lever du soleil avec ses amis dans un endroit très chouette. Et c'était un super... Pardon, ça a coupé. Je trouvais ça trop facile. Et je trouvais ça pas juste vis-à-vis de moi et peut-être vis-à-vis de sa meuf aussi. C'était pas très juste. Peut-être qu'il avait pas planifié qu'on dorme ensemble en fait, je pense pas en fait. Mais juste qu'on finisse ce moment ensemble. Et en fait c'était pas juste mais en même temps c'était le jeu en fait. C'était le jeu de ces relations libres et de ces relations un peu polyamoureuses ici. C'était totalement le jeu et je pouvais pas lui reprocher mais moi j'ai pas eu envie. Voilà, donc je suis rentrée chez moi. Et après ça, le fait d'avoir vu sa meuf, et ben, j'ai complètement coupé tous les liens avec lui. J'ai réussi à courtir, je t'en avais parlé dans un autre sans filtre. Ça m'a fait un électrochoc et j'ai coupé tous mes liens avec lui. Et alors je le vois de temps en temps et chaque fois que je le vois ça me fait un truc, ça me prend au cœur parce que je crois que j'étais un peu amoureuse de lui. J'en avais parlé une fois dans une vidéo d'ailleurs, dans un 3 ans de réflexion. Je crois que j'ai été un peu amoureuse de lui mais quelque chose, j'ai eu en fait, si mais je sais pas, je crois, je sais, j'ai eu une espèce de gros coup de cœur pour lui. Amoureuse peut-être c'est un peu trop. J'ai eu une espèce d'énorme coup de cœur pour ce mec. Et, ah voilà, je sais pourquoi j'en parle.
Et en fait, il a réveillé en moi, voilà pourquoi je te parle de lui, on s'en fout de son histoire en fait. Il a réveillé en moi des peurs, c'est ça. Voilà, et on revient au sujet du début. Il a réveillé en moi des peurs, et c'est pour ça que ce premier mois où il m'a abandonnée, il a réveillé ces peurs de l'abandon que je ne savais pas que j'avais. Et ça a été très très dur de me sentir abandonnée par quelqu'un sur lequel j'avais beaucoup projeté. Et c'était aussi très dur de voir que j'avais projeté gratuitement des choses sur quelqu'un qui ne m'avait jamais rien prouvé, qui n'avait jamais rien promis. Et que j'avais juste imaginé et qu'il s'était passé beaucoup de choses dans ma tête. Et ce truc de la peur de l'abandon, ça a réveillé des angoisses en fait en moi. C'est difficile d'en parler parce que ça remonte à trop longtemps en fait, ça remonte à au moins 6 mois cette histoire. Je me souviens plus exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là, si ce n'est cette boule au ventre qui part pas, tu vois, et qui reste et qui reste et qui reste, qui était horrible. J'ai vachement pleuré. Et je me souviens que quand j'avais envoyé ce grand message, il m'avait pas répondu, mais il m'avait répondu le premier message où je lui dis je comprends pas, machin. Et il m'avait répondu un truc dans le sens où il m'avait dit que notre rencontre était incroyable et qu'il voulait pas que je sorte de sa vie. Bon, il m'avait fait un long message aussi, mais que notre rencontre était incroyable et qu'il voulait pas que je sorte de sa vie. Et quand j'ai reçu ce message, après un mois d'attente, de projection, de peur, de machin, je me suis mise à pleurer en fait. Et c'était hyper disproportionné. Et je parlais beaucoup avec ma meilleure amie à ce moment-là, qui elle aussi a vécu beaucoup de séparations et de trucs liés à l'abandon, et notamment l'abandon du père. Enfin, ça, je pense, il y a plein de trucs qui se mélangent, tu vois, dans ces situations-là. Et donc, outre ce truc de l'abandon, outre ce truc du mal que ça m'a fait, cette relation m'a beaucoup traumatisée. Cette relation m'a pas mal traumatisée. Parce que ça a été très fort, très intensif avec des hauts, des bas. Et en vérité, maintenant avec le recul, je sais que cette relation c'était absolument rien, c'était que du vent. Et c'était que des projections de ma part. Et que c'était que dans ma tête en fait. Mais on sait pas pourquoi, c'est tombé sur lui, c'est tombé sur cette histoire. Et à ce moment-là, peut-être que j'avais besoin de vivre et de me confronter à cette histoire d'abandon pour le régler. Je sais pas si je l'ai réglé. Parce que quand il y a eu l'histoire avec Maiko, j'ai ressenti un petit peu ce truc-là au moment où il commençait un petit peu à voilà, aller un petit peu loin, à être moins présent, à être moins engagé. J'ai ressenti cette peur de l'abandon. Et ça m'a rappelé mon traumatisme. Et avec Leandro, je le ressens pas. Parce qu'en fait, Leandro, c'est quelqu'un de très sûr et qui me... J'ai ce truc où je suis persuadée qu'il peut pas s'échapper du jour au lendemain. Que un jour, s'il s'échappe du jour au lendemain, il y aura une raison et il m'en parlera. Et il disparaîtra pas comme le fait Maiko ou comme vous pouvez faire Danilo ou les autres mecs de Rio qui font souvent ça. C'est un truc très brésilien. Leandro, j'ai pas l'impression qu'il puisse le faire et je lui ai demandé plusieurs fois. Je le saoule un petit peu avec ça, je lui dis s'il te plaît juste... si un jour il y a quelque chose qui va pas, on en parle. Si tu veux arrêter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, juste fais le bien parce que je suis très traumatisée par cette histoire avec Danilo. C'est fou qu'un mec arrive à me traumatiser. C'est très très fou. Et donc, imagine si j'étais restée sur ce traumatisme, sur cette histoire qui m'a fait vraiment mal. Et ben, j'aurais pas pu rencontrer tous les mecs qu'il y a eu dans ma vie après. Les mecs qu'il y a eu dans ma vie après, ça a été des petites histoires, des grandes histoires. Il y a eu Maiko, même si Maiko ça a été très fort au début, et puis après, bon, voilà, là on est dans un truc où on se calcule plus trop. Je pense qu'on va juste finir d'être des potes, et puis de toute façon j'ai plus trop envie. Mais j'ai rencontré plein de mecs après cette histoire de Danilo, et j'ai eu des très jolies histoires, même si elles étaient courtes, tu vois, j'ai eu des très belles histoires, avec beaucoup de belles émotions, avec beaucoup de bons sentiments, avec beaucoup de bons moments. Si j'étais restée sur mon traumatisme, j'aurais pas voulu essayer de nouveau et j'aurais pas essayé, j'aurais pas vécu ces beaux trucs. Et tu vois, même ces beaux trucs, c'est des choses qui ont abouti sur rien, tu vois, c'est pas des choses qui ont abouti sur une relation. Alors c'est vrai, tu pourrais me dire, oui mais Laetitia, c'est pas ce que tu veux, c'est la vérité, j'avais pas forcément envie de ça à ce moment-là. Mais ça n'a pas abouti sur quelque chose. Et pourtant ça valait le coup de les vivre, parce que ça m'a
déjà ça valait le coup de vivre ces relations qui m'ont fait du mal. L'histoire avec Danilo, elle m'a fait beaucoup grandir et je pense qu'elle m'a fait passer un stade, ce truc-là de l'abandon. Et la relation avec Maïko, elle m'a appris énormément. Il y a 10 sans filtres qui te parlent de lui, entre autres, donc tu sais qu'elles m'ont beaucoup appris. Et donc ça a été bien de le faire, tu vois. Et aujourd'hui j'ai rencontré Landro, qui est quelqu'un de merveilleux, avec qui je commence à avoir envie d'avoir une vraie relation. J'en ai parlé dans l'ancien sans filtre, je commence à avoir envie d'avoir une vraie relation. Et, alors ça, je te le dis, mais j'en parlerai peut-être un jour dans un sans filtre, je sais pas. Il commence à me donner envie, à me redonner envie d'avoir un enfant dans ma vie. Lui. Il fait naître cette envie chez moi, qui est quelque chose d'assez fort. Mais je t'en parlerai plus tard, un autre jour peut-être. Bref, si j'avais eu peur de souffrir, j'aurais pas vécu. Peut-être que je souffrirais. Mais encore une fois, et je vais terminer sur ça parce que c'est long et que je sais pas si ça a du sens, c'est un sans filtre, donc ça a peut-être pas de sens. Tout ça pour dire que si j'avais pas pris le risque de ressouffrir, eh ben j'aurais pas vécu des belles choses. Voilà. Donc s'il te plaît, arrête d'avoir peur de souffrir. S'il te plaît, pars du principe que oui, tu vas sûrement souffrir. Pars du principe que tu as 90% de chances de souffrir, mais que pour les 10% de chances de bonheur que tu vas ressentir, eh ben ça vaut le coup 1000 fois. Voilà. Je t'aime fort.